On passe directement à la présentation suivante. Et donc, arrivant au stade 5 de la maladie rénale chronique, notre patient diabétique présente une véritable instabilité et qui suscite une prise en charge et une adaptation thérapeutique par le diabétologue. C'est ce qui va nous expliquer notre aimable professeur de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech et qui est aussi chef de service de l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Donc Merci. à vous la parole, professeur Bézé. Merci, cher ami. Rebonjour tout le monde. Me revoilà pour la troisième fois derrière ce pupitre pour vous parler d'une situation, encore une fois, ambiguë. Et généralement, on a du mal à la gérer parfois. Alors en fait, cette présentation, c'est mon ami le professeur Ansari qui allait la faire, malheureusement pour des raisons personnelles. Elle n'est pas parmi nous aujourd'hui. Elle m'a demandé de la faire, chose que j'ai acceptée avec grand plaisir. Alors pourquoi choisir cette thématique? Parce que d'abord, le contrôle glycémique optimal des patients hémodialysés est un sujet de considérable incertitude et controverse. Si je vous pose la question maintenant, qu'est-ce que vous faites chez un hémodialysé? Chacun va nous répondre de façon différente par rapport aux autres. Donc, et ceci, pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il y a plusieurs publications concernant la prévention de la maladie rénale chronique, et le professeur Srali hier, il en a parlé en long et en large, malheureusement, il y a peu d'écrits relatifs à la prise en charge diabétologique des stades 3B et plus, c'est-à-dire même chez les patients hémodialysés. Il y a un manque d'essais cliniques randomisés dans cette population spécifique. Quand on fait un essai, on n'a pas la main facile pour faire des essais chez des patients hémodialysés. Alors, au cours de cette présentation, je vais aborder les points suivants. D'abord, je vais vous rappeler les particularités du diabète chez le patient hémodialysé, puis les traitements antidiabétiques avant de passer aux objectifs glycémiques et terminer par le projet thérapeutique et l'éducation thérapeutique. C'est une thématique qui est très chère à mon ami le professeur Ansari. Elle insiste chaque fois qu'elle aborde ou bien elle prépare une présentation concernant une maladie chronique, il n'hésite pas à inclure la place de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des maladies chroniques. Alors, quelles sont les particularités du diabète chez le patient en hémodialyse? Alors, la maladie rénale chronique, d'une façon générale, est associée à des phénomènes ou bien des mécanismes qui altèrent à la fois la sécrétion et l'action de l'insuline. Il y a l'hypovitaminosité, il y a l'hyperparasecondaire, on peut avoir un stress oxydatif, il y a de l'inflammation, de l'anémie, de l'acidose métabolique, il y a les toxines urémiques, et tous ces mécanismes et tous ces phénomènes entraînent une altération de l'insulinosensibilité et ou de l'insulinosécrétion. Alors, d'abord, l'hyperglycémie. Tout déclin de la fonction rénale entraîne bien évidemment une baisse de la vitamine D, une hyperparasecondaire qui va entraîner une baisse de l'insulinosécrétion. Et de l'autre côté, il y a les toxines urémiques qui vont entraîner une insulinorésistance ou augmenter l'insulinorésistance. Ces deux phénomènes vont entraîner une hyperglycémie. De l'autre côté, on peut avoir également des hypoglycémies, et c'est la hantise de tout praticien. D'ailleurs, devant tout patient qu'il soit hémodialysé ou non, avec une insuffisance rénale généralement terminale, la hantise, c'est d'avoir des hypoglycémies, et on préfère de loin avoir des hyperglycémies que des hypoglycémies. Mais comment ça se passe? En fait, il y a d'abord la malnutrition due à l'hyperurémie, il y a la baisse de la néoglucogénèse rénale, la baisse de la clairance de l'insuline par le foie, également la baisse du métabolisme et de la clairance des médicaments qui vont entraîner une prolongation de la demi-vie de l'insuline intrinsèque. Et puis, il y a également une perte du glucose au cours de la dialyse, et également une diffusion du glucose en intra-érythrocytaire. Et l'hémodialyse en elle-même induit une hypoglycémie. Alors, tous ces phénomènes et tous ces paramètres vont entraîner éventuellement une hypoglycémie. Et du coup, on se retrouve entre le marteau et l'enclume, puisque
on risque d'avoir des hypoglycémies, parfois des hyperglycémies. D'ailleurs, l'insuffisance rénale va va agir sur la sécrétion, sur la clairance, sur la sensibilité périphérique à l'insuline. L'hémodialyse va entraîner une altération de la pharmacocinétique de l'insuline exogène et également des antidiabétiques admis par voie orale le jour de la dialyse. Et ces deux phénomènes vont entraîner une fluctuation glycémique. Et on se retrouve avec des hypos et des hyper qui sont généralement difficiles à gérer. Alors là, c'est un graphique qui montre l'évolution des glycémies en dehors des jours de dialyse. Regardez la différence avec le jour de dialyse. Là, même si la glycémie elle est élevée, mais elle est plus ou moins stable. Mais là, regardez la variabilité, la baisse après la dialyse, puis cette remontée qui est très importante avec un delta très, très, très important. Alors, on a réalisé des CGM chez des patients diabétiques en hémodialyse, et c'est ce qui a ressorti comme résultat. Alors, en pointillé, c'est les jours de non-dialyse, et puis en graphique avec le trait gras, c'est le jour de la dialyse. Et regardez la différence. Alors, en dehors des jours de dialyse, on a une glycémie plus ou moins correcte. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe au cours de la séance de dialyse. Il y a une baisse très importante, et puis à la fin de la baisse, il y a une remontée également très importante avec un delta qui est très important. Et ça, c'est des fluctuations glycémiques qu'il faut gérer et de façon efficace. Alors, maintenant, j'arrive au chapitre des objectifs glycémiques. Quel objectif fixé chez nos patients diabétiques au stade d'hémodialyse? Est-ce que c'est comme tout patient venant, ou bien c'est une hémoglobine glyquée c'est-à-dire quels sont les taux d'hémoglobine qu'on va viser chez nos patients diabétiques au stade d'hémodialyse? Il faut savoir qu'il y a des facteurs qui vont faire baisser l'hémoglobine glyquée et des facteurs qui vont faire augmenter l'hémoglobine glyquée. Alors, les facteurs potentiellement associés à une baisse de l'hémoglobine glyquée, c'est la baisse de la durée de vie des érythrocytes et puis l'accélération de leur turnover avec une exposition écourtée des globules rouges au glucose. Et puis, il y a d'autres facteurs potentiellement associés à une augmentation imprévue de cette hémoglobine glyquée. D'ailleurs, c'est l'accumulation de toxines urémiques qui va faire augmenter également l'hémoglobine glyquée. Là, c'est juste quelques marqueurs glycémiques qu'on peut utiliser chez les porteurs de maladies chroniques au stade 3 et plus. Alors, j'ai parlé de l'hémoglobine glyquée, et vous voyez là qu'il n'y a pas que des avantages, il y a également des inconvénients, je viens d'en parler. Il y a, à un certain moment, on a commencé à parler de l'albumine glyquée. Certes, c'est un moyen avec lequel on peut évaluer l'état d'équilibre de nos diabétiques, mais avec également quelques inconvénients, notamment en cas d'augmentation de sécrétion de toxines urémiques. Et puis, il y a la fructosamine qu'on n'utilise plus. Et puis, actuellement, on peut utiliser, si c'est disponible, les CGM pour évaluer l'état d'équilibre de nos patients. Alors, que disent les recommandations? Jusqu'à maintenant, on se base toujours sur l'hémoglobine glyquée, donc toujours retenir l'hémoglobine glyquée comme paramètre pour équilibrer le diabète chez les patients hémodialysés, mais en insistant beaucoup plus sur la tendance. Est-ce que c'est une tendance vers le bas ou bien c'est une tendance vers le haut? Et du coup, on va, à partir de cette tendance, on va réajuster notre thérapeutique. Alors, la fructosamine, malheureusement, on ne peut pas la doser de façon... On ne l'a plus au Maroc, d'ailleurs. Et puis, s'il y a une hypoalbuminurie, on risque d'avoir de faux résultats. Alors, d'ailleurs, les dernières recommandations des sociétés savantes en néphrologie recommandent encore une fois l'hémoglobine glyquée comme paramètre avant de réajuster la thérapeutique chez les patients hémodialysés chroniques. Alors, depuis 2016, on parle de l'individualisation du traitement, et cette plaque, vous la connaissez très bien. Donc, d'une façon générale, et dans la population générale de diabétiques, on vise généralement une hémoglobine glyquée aux alentours de 7%.
Mais en cas d'hypoglycémie sévère, en cas d'une réduction de l'espérance de vie, en cas de présence de complications micro- et macro-angiopathiques à un stade avancé, en cas d'existence de comorbidité, ou bien si on a du mal à avoir une hémoglobine glyquée aux objectifs chez un patient diabétique depuis très longtemps, on va se contenter d'une hémoglobine inférieure à 8%, voire même plus dans notre contexte. Alors, selon les néphros, c'est pratiquement la même chose. Donc, au-delà de 7% avec si le patient a des comorbidités ou bien une espérance de vie réduite ou bien il y a un risque d'hypoglycémie. Et les objectifs, c'est encore une fois aux alentours de 8% avec une glycémie moyenne de 1,8 g par litre. Alors, deux choses sur lesquelles insistent les sociétés européennes en néphrologie, c'est d'abord l'adaptation des doses des médications proposées chez les diabétiques et puis évaluer le risque d'hypoglycémie chez tout patient ayant une insuffisance rénale. Et je vous propose là un algorithme qui a été proposé par les sociétés savantes en néphrologie. Alors, bien évidemment, quand on a un patient en hémodialyse avec un risque d'hypoglycémie, avec une faible motivation, une espérance de vie réduite, une maladie cardiovasculaire avérée, ou bien en cas de présence de complications microvasculaires, il faut se contenter d'une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 8,5%. Alors, si dans le cas contraire, on peut proposer, si le patient plutôt est sous mesure hygiénodététique ou bien sous thérapeutique avec un risque très réduit d'hypoglycémie, on peut viser une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7%. Dans le cas contraire, et si le diabète est assez ancien, au-delà de 10 ans, il faut se contenter d'une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 8%. Sinon, c'est une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7,5%. Alors là, c'est une méta-analyse publiée en 2013 qui a essayé de voir le risque de mortalité chez les diabétiques en fonction de l'hémoglobine glyquée. Et cette méta-analyse a recensé une dizaine d'études avec plus de 80 000 patients, dont 9 observationnels. Vous voyez le nombre d'études observationnelles par rapport aux essais randomisés. Donc, c'est une population chez qui on a du mal à faire des essais randomisés. Alors, ce qui est ressorti de cette méta-analyse, c'est que le fait d'avoir une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 8,5% est associé à une surmortalité. Et de l'autre côté, même une hémoglobine glyquée inférieure à 5,4% est associée également à une surmortalité, mais de façon non significative. Alors, quel agent proposer chez nos patients diabétiques au stade d'hémodialyse? Alors, bien sûr, l'insulinothérapie reste le principal traitement pour atteindre un bon équilibre glycémique chez les diabétiques hémodialysés. Malgré l'augmentation de la résistance à l'insuline, les reins éliminent nettement moins d'insuline, avec en plus une réduction dans le métabolisme hépatique de l'insuline, entraînant une réduction des besoins en insuline exogène. Alors, concernant les insulines, tous les types d'insuline peuvent être utilisés chez les patients diabétiques, avec une préférence, bien sûr, pour les analogues, ça c'est clair. Et puis, ce que propose un papier publié en 2009, c'est ce qu'on a trouvé comme référence concernant la réduction des doses chez les patients hémodialysés. Vous voyez le DFG qui est inférieur à 10 généralement. C'est une réduction de 50% pour les rapides, 50% pour les lentes et 50% pour les prémix. Ça va de soi pour tous les types d'insuline, alors que si le DFG est entre 10 et 5, on peut réduire soit de 25% les rapides, également la même chose pour les lentes, et 25% encore une fois pour les prémix. Alors, quel protocole proposer le jour de la dialyse et entre les sessions, de façon pratique?
Alors, en dehors de la session ou bien pendant les jours où il n'y a pas de dialyse, on peut garder, bien sûr, après la réduction de la dose d'insuline, on garde la même dose, mais le jour de la dialyse, on réduit la basale de 25%. Et puis, les bolus sont donnés ou injectés en fonction des glycémies capillaires. On ne donne pas systématiquement les bolus comme ça sans avoir une idée sur la glycémie capillaire. Alors, d'une façon générale, le jour de la dialyse qu'il faut faire et ne pas faire, alors ne pas administrer systématiquement l'insuline, surtout pour les bolus, assurer l'autosurveillance glycémique, les injections d'analogues rapides en cas de glycémie bien évidemment supérieure à 3 grammes, et puisque également parce qu'il y a le glucose est contenu dans le dialysat, donc il faut en tenir compte. Et puis bien évidemment, comme je viens de le dire, réduire la basale de 25%. Par exemple, un patient qui reçoit d'habitude 10 unités généralement de Lantus ou de Levemir le soir, on pourra le mettre sous 8 unités le jour de la dialyse. Alors j'arrive aux autres médications, notamment par voie orale. Alors la metformine, bien évidemment, comme vous le savez, elle est contre-indiquée pour un DFG inférieur à 30, ça c'est clair. Et puis pour les autres, il y en a pour certains, c'est contre-indiqué au cours ou bien chez les patients hémodialysés. J'ai parlé de la metformine, mais également des sulfamides. Alors pour les autres, notamment les gliptines, on peut réduire seulement la dose. Donc on peut maintenir les gliptines chez les patients hémodialysés, sauf pour l'inagliptine, c'est le Trajanta, qui est commercialisé au Maroc depuis à peu près une année. Donc il n'y aura pas d'ajustement en principe de la dose. Alors là, c'est juste une slide qui montre le nombre d'études qui sont en cours concernant les nouvelles thérapeutiques, notamment les inhibiteurs de SGLT2 et les incrétinomémétiques d'une façon générale. Et toutes ces études s'intéressent actuellement à la fonction rénale, c'est-à-dire la prescription de ces molécules en cas d'insuffisance rénale chronique en fonction des différents stades. Alors j'arrive à la dernière partie qui est très importante et qui est très chère à mon ami le professeur Ansari, c'est l'éducation thérapeutique chez les patients hémodialysés. Alors pourquoi la proposer? C'est chez le patient diabétique hémodialysé parce que l'hémodialyse, que ce soit l'hémodialyse en elle-même ou bien le diabète, c'est le modèle type de maladie chronique. Et la prise en charge, comme vous le savez, elle est complexe. Donc, il faut gérer l'insuffisance rénale, gérer les complications de l'insuffisance rénale, gérer la dialyse, gérer également le diabète avec ses hypos, ses hyperglycémies. Et il y a plusieurs compétences à acquérir par notre patient. En l'occurrence, le contrôle glycémique, la consommation de plusieurs traitements en même temps, la modification des habitudes alimentaires, et ça nécessite une éducation thérapeutique très poussée. Alors le principe général, d'une façon générale de l'éducation thérapeutique, c'est d'abord aider les patients à acquérir des compétences pour mieux gérer leur maladie au stade d'hémodialyse. Et de là, il faut bien évidemment faire ce qu'on appelle un diagnostic éducatif. Et un diagnostic éducatif, ça n'a rien à voir avec un diagnostic clinique. Ça nécessite un entretien, on s'assoit avec notre patient, on essaye d'essayer de voir quels sont ses besoins et on partage avec lui ses priorités. Et c'est à lui de nous dire quelles sont ses priorités, quels sont ses objectifs, ses besoins. Et en fonction de ses besoins, on va lui proposer une éducation thérapeutique adaptée à ses besoins. Et l'objectif, c'est pour, bien évidemment, améliorer la qualité de vie, l'autonomie, l'adhésion au traitement, chose qui est très importante, d'autant plus que c'est des patients qui sont polymédicamentés, et ça, c'est également pour éviter les complications qu'on connaît très bien. Alors, parmi les objectifs spécifiques, chez un patient hémodialysé diabétique, bien sûr, c'est atteindre les objectifs définis en fonction du stade, en fonction des comorbidités, en fonction du risque hypoglycémique. Bien sûr, apprendre à faire des autocontrôles glycémiques, être capable d'ajuster les doses d'insuline ou bien le traitement oral
en cas de nécessité, être capable de gérer les complications aiguës et également l'adaptation des repas. Alors, c'est une approche qui doit être centrée sur le patient. Donc, toujours, on revient au patient en fonction de ses besoins. On a les moyens, on a les recommandations, mais il faut les adapter aux besoins du patient. Et la décision, toujours, on en a parlé tout au long de ce congrès, il faut qu'il y ait une décision partagée entre le patient et son médecin traitant. Et là, c'est l'exemple d'une brochure d'éducation thérapeutique proposée par une société savante internationale. Alors, je termine cette présentation pour vous rappeler que la gestion du diabète est un challenge au stade de dialyse. Le contrôle du diabète est considéré comme un des plus importants facteurs d'amélioration d'espérance et de qualité de vie chez les hémodialysés. L'ajustement thérapeutique doit être individualisé pour les différents traitements et doit être guidé essentiellement par l'autosurveillance glycémique. Et l'éducation thérapeutique est une des clés d'atteinte plutôt des objectifs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Beizaoui, pour votre brillante présentation.